va commencer, s'il vous plaît. On est au top, c'est la meilleure conférence du sommet de l'élevage. Je vous invite à vous asseoir. On a vraiment du lourd en termes de stars aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Léana Fiorito, je suis chargée de développement biométhane chez GRDF, donc le principal opérateur du réseau de distribution. Et l'idée aujourd'hui, c'est de venir vous parler méthanisation. Je suis ravie donc aujourd'hui d'animer cette table ronde au sommet de l'élevage dans cet espace Agora avec donc des experts de la filière qui vont venir nous parler de ce sujet-là. Donc j'ai la chance avec moi d'avoir Lucas Corniglion, commercial chez Prodeval, spécialiste de l'épuration du biométhane et des technologies de valorisation du CO2. Christophe Mathieu, qui est agriculteur méthaniseur, qui vient ici nous partager son expérience concrète d'un site qui est déjà en service aujourd'hui du biométhane et qui valorise également le bio-CO2 produit sur place. Et puis enfin, Laurence Strub, animateur d'ABA Agri-Biogaz Avenir, qui est notre belle association régionale des agriculteurs méthaniseurs de la région. Avant de leur laisser la parole, je ne vais pas être polie tout de suite, je vais la garder un peu pour vous partager déjà la filière méthanisation, de quoi on parle. On est bien sur cette filière de valorisation de la matière organique, principalement issue des exploitations, principalement les effluents d'élevage, mais on peut aussi avoir des méthaniseurs qui accueillent des résidus de culture, des biodéchets, donc nos déchets issus de nos industries agroalimentaires, de la collecte séparée des ordures ménagères. Et donc ce sont des sites qui se sont développés un peu partout en France. On est sur une filière qui est vraiment en véritable essor. Là sur la carte, je vous ai mis, vous voyez, en quelques années, le nombre de sites qui a pu émerger sur le territoire. Là sur la carte, je vous ai mis uniquement les sites en injection de biométhane, parce que côté GRDF, ce sont les sites que nous suivons, puisque ce sont les sites qui sont raccordés au réseau. Mais il faut avoir en tête qu'il existe aussi une filière méthanisation dite en cogénération qui va produire à partir du biogaz de l'électricité et de la chaleur. Et cette filière compte aussi plus de 1000 méthaniseurs sur tout le territoire, qui sont à peu près d'ailleurs répartis de cette manière. Donc on a un vrai boom en France et même en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a fêté il n'y a pas très longtemps le 70e méthaniseur en injection sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. En France, on est à près de 800. Et donc l'idée de cette conférence, c'était de vous adresser à vous, filières, et puis aussi monde agricole, puisqu'aujourd'hui, près de 80% des sites de méthanisation sont portés par des agriculteurs. Et Christophe Mathieu aura l'occasion de nous partager cette donnée-là. Je vous ai mis une petite carto parce qu'on a souvent des questions sur pourquoi la méthanisation émerge à tel endroit et pas d'autres. C'est évidemment énormément le paysage agricole, la production agricole qui va façonner l'émergence de projets de méthanisation, et puis les intrants qu'on va mettre à l'intérieur. Donc forcément, en fonction des cultures et de l'élevage, on ne va pas avoir la même typologie de site. Et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, on a cette particularité d'être une région extrêmement montagneuse, donc ça façonne aussi le paysage des méthaniseurs. Donc pour vous parler de cette filière, j'ai essayé d'organiser cette conférence en plusieurs thèmes. Je vous propose comme le thème c'est avant tout l'innovation et la méthanisation de demain, c'est de passer la parole à Prodeval, puisque la technologie elle a beaucoup évolué autour de la méthanisation, l'épuration, le bio-GNV, la valorisation du bio-CO2 également. Lucas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces technologies-là? Elles sont clés pour la filière, elles se développent aujourd'hui, et donc l'idée c'est de toujours mieux valoriser la production sur les sites de biométhane et améliorer la rentabilité des sites. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Léana pour l'invitation. Effectivement, la filière méthanisation évolue vite. On a pu le voir déjà à l'époque, on était plus sur des cogénérations. On est passé à de l'injection. Nous, Prodeval, ça va faire 12 ans qu'on a sorti du coup notre premier pilote. 2015, on a depuis 10 ans, notre première unité injecte du biométhane sur le réseau. Donc pour parler d'innovation, il y a déjà cette partie-là. Nous, en tant qu'équipementier et maintenancier, on a mis l'accent plus sur le développement et comment on pouvait accompagner la filière à notre échelle. Donc on a tout un service qui est vraiment dédié à la R&D. Mais pour continuer à essayer d'améliorer la partie valorisation, donc épuration du biogaz en biométhane, nous, on a fait le choix d'industrialiser nos process, et notamment en montant une usine
une usine d'assemblage d'unités d'épuration du CH4 et de valorisation du CO2. Donc nous, à notre échelle, on essaie d'industrialiser, de pouvoir réduire les coûts en faisant une production à grande échelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire de 150 à 450 unités, un déploiement rapide, ce qui peut être aussi intéressant sur les sites en cogénération qui vont vouloir passer sur de l'injection. Et à cette échelle-là, on va essayer de dynamiser la filière en adaptant notre méthode de production. Comme disait Léana aussi, Prodeval, on est positionné sur la valorisation du CO2. Donc aujourd'hui, le CO2 sur une méthanisation avec une épuration, le CO2 va être envoyé à l'atmosphère. Donc ce CO2, on peut essayer de le capter pour le liquéfier et puis pouvoir l'utiliser sur différents process derrière. On connaît souvent les maraîchers qui l'utilisent. Il peut y avoir aussi certains industriels, des bétonniers pour la séquestration de CO2 dans le béton. Donc voilà, ce CO2, il peut être capté, liquéfié et utilisé derrière. Je pense que Christophe pourra le présenter un peu mieux que moi derrière, lui qui est vraiment partie prenante d'un projet. Voilà, donc cette partie CO2, nous on essaie d'accompagner aussi ces agriculteurs qui recherchent des débouchés parce que c'est la particularité, c'est qu'il faut aller chercher des consommateurs derrière. Donc bien qu'il y ait une innovation, il faut quand même être sur un secteur qui peut permettre l'admission, enfin la valorisation de ce CO2-là. Et il y a un dernier levier qu'on est en train de mettre en place aussi, c'est utiliser l'intelligence artificielle et les capteurs connectés pour justement pouvoir valoriser l'ensemble des données d'une épuration. C'est fait aussi sur la partie méta, mais nous on a lancé un logiciel qui s'appelle ProPilot et qui lui a pour objectif de, via les 500 unités qu'on a, pouvoir récupérer l'ensemble des données, les analyser et via l'intelligence artificielle pouvoir faire notamment de la prédiction de panne. L'objectif est tout simplement d'augmenter le taux de disponibilité des unités pour que les exploitants puissent produire plus. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est actif, qui est en cours de déploiement. Et l'objectif final, voilà, c'est la dispo qui augmente et de pouvoir, pas vraiment prédire, mais anticiper les arrêts non planifiés. Voilà pour les brides technologiques. On a aussi le GNV. Le GNV à la ferme est un peu moins dans l'air du temps, notamment avec les tarifs d'achat qui sont plus intéressants pour les exploitants. Alors peut-être juste BioGNV pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, BioGNV. BioGNV, on va dire qu'il y a deux sortes de BioGNV. Soit on l'a à la ferme, c'est-à-dire qu'on épure du biogaz pour faire du GNC, pour l'utiliser sur des engins agricoles ou des véhicules de la ferme. Ou alors on peut avoir comme on voit beaucoup le cas, des stations d'avitaillement de véhicules, donc des stations publiques, qui vont permettre justement de pouvoir faire un plein de poids lourds, de bus, de cars, de tout un tas de véhicules, justement pour pouvoir circuler derrière. Mais je pense qu'on aura l'occasion de parler de ça derrière. Merci beaucoup. Justement, Christophe Mathieu, vous avez fait le choix d'un système complet sur votre ferme avec donc une valorisation biométhane et également bio-CO2. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, nous raconter ce que ça change dans votre exploitation d'un point de vue économique, environnemental et puis aussi peut-être en termes d'image et de lien, ce que ça a pu créer avec votre territoire? Oui, bonjour. Donc nous, nous avons fait le choix de faire une méta avec injection, être autonome en l'adapter à notre exploitation, d'être autonome en intrants et aussi on a fait le choix de mettre des panneaux solaires pour être autonome en électricité pour la faire tourner et avoir aussi donné une image aux gens publics comme quoi l'agricole pour pas donner pollution, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu le pilote pour capter le CO2 et essayer de valoriser le CO2 en CO2 alimentaire qu'on revance dans un rayon de 100 km autour de notre méta sur plusieurs formes, pour de la cryogénie ou alors dans les boissons gazeuses, dans la bière, tout ça. Donc après la rentabilité, par rapport à l'exploitation agricole, on a fait le choix avec la méta, on a un contrat de 15 ans de signé. Par rapport à l'agricole, on n'a pas de contrat. Donc oui, ça diversifie les revenus. Après aussi, on devient un peu plus autonome en matière de fertilisation. Parce que tous nos digestats sont répandus sur notre ferme et
avec ça, on a économisé un tiers d'engrais chimiques achetés sur l'exploitation, quoi. Ok. Après l'intégration, on n'a pas eu de soucis par les riverains, ça s'est bien passé chez nous. Ok, et cette brique CO2, elle était là dès le départ du projet ou c'est arrivé au fil de votre... Oui, on l'a demandé dès le début avec Prodéval, on était le pilote, ça traînait un petit peu la mise en route. On a bien eu un an ou deux pour mettre au point, ce qui est normal, c'était un pilote. Et maintenant, c'est parti. Ça tourne. fonctionne bien. Ouais. Super. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. En rebond, il ne faut pas hésiter. Sinon, on attendra la fin. Je voulais quand même vous demander à tous les deux, est-ce que sur les sites de méthanisation qui donc font ce choix de la valorisation du CO2, est-ce qu'il y a, ça nécessite un nouveau modèle économique et comment se mettent en place ces nouveaux partenariats ? Nous, le modèle économique, on l'a fait sur le tas, on n'avait pas le choix, ça n'existait pas. Donc, après, on est quand même surveillé par les gros gaziers. Hein. Évidemment. C'est pas facile pour s'intégrer avec du CO2 alimentaire pour vendre au client final, quoi. Mais bon, on y arrive, là, c'est parti maintenant. Ok, en tout cas, la filière vous remercie, il faut des premiers. Pour la valorisation du CO2, effectivement, ça va passer par des partenariats économiques différents. Dans l'idée, comme dit Christophe, c'est de valoriser cette énergie localement, tout simplement parce qu'il y a un bilan carbone aussi à respecter et des coûts de transport, qui peuvent être assez importants en fonction de la distance auquel on va livrer le CO2. Donc l'objectif, c'est quand même de trouver des consommateurs locaux et ça va passer par des partenariats. Alors, la différence, elle est qu'on doit aller chercher ces débouchés-là et ces consommateurs. Christophe l'a fait en partie seul, voire totalement, ou accompagné de quelqu'un. Mais c'est pour ça que nous, on a essayé de mettre en place ça avec une équipe chez nous pour aller chercher ces consommateurs-là, essayer de voir où il y a des consommateurs et ensuite aller chercher les méthaniseurs qui peuvent prétendre à faire du CO2. Quand je dis prétendre, c'est que pas tous les méthaniseurs vont pouvoir y prétendre, tout simplement déjà par sa localisation et par aussi la taille de l'exploitation. Alors, en fonction de la taille, on peut se diriger vers du CO2 industriel ou alimentaire. Il y a quand même une différence entre les deux, notamment sur la partie investissement. Mais voilà, l'objectif est vraiment d'aller chercher des partenaires pour pouvoir porter ces projets-là. Chez Christophe, il y a la particularité de l'avoir lancé directement. Aujourd'hui, c'est vrai que le CO2 est plus une brique qui vient après. C'est un projet dans le projet. On va aller valoriser du CO2 en plus du méthane. L'avantage de cette brique CO2, c'est qu'on va pouvoir récupérer aussi une partie de CH4 qu'on renvoie initialement à l'atmosphère. Là, on va liquéfier le CO2 et le CH4 qui va devenir un incondensable, lui, va repartir dans l'épurateur et ça va permettre de valoriser un peu plus de CH4, augmenter le rendement épuratoire et puis voilà, pouvoir aussi augmenter un peu la rentabilité du site de quelques milliers d'euros en plus sur l'année. Parfait, ça fait rêver. Ensuite, j'aimerais bien, on a commencé un peu à aborder cette question de l'intégration territoriale, des dynamiques collectives que ça occasionne. Laurent, pour Agri-Biogaz Avenir, j'aimerais te demander, aujourd'hui, comment les agriculteurs, les agricultrices se mobilisent autour de la méthanisation, quelles peuvent être les grandes attentes, les difficultés qui aujourd'hui remontent du terrain. Bonjour. Pour les agriculteurs, la méthanisation, c'est une diversification. C'est un complément de revenus, comme l'a expliqué Christophe. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ça va leur permettre de se projeter sur le long terme. Le fait d'avoir un contrat sur 15 ans, avec un revenu fixe garanti, ça va leur permettre aussi d'investir dans la transition de l'exploitation. Parce qu'en agriculture, il faut quand même savoir que lorsqu'ils commencent des cultures, ils ne connaissent pas le prix final de vente. Et ça, c'est quand même problématique, surtout dans un contexte où on a une forte inflation sur les engrais azotés. Sur cette partie de production d'énergie, finalement, on est sur la variable économique. On produit de l'énergie, ça nous garantit le revenu et on peut comme ça avoir une vision de pérennité sur l'exploitation. Maintenant, la méthanisation, ce n'est pas comme des panneaux photovoltaïques. Il ne suffit pas de les installer pour que ça fonctionne. C'est un outil où on va s'en occuper quotidiennement. On produit du gaz 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça va avoir des implications sur les pratiques culturales. Et donc, lorsqu'un agriculteur va raisonner méthanisation, il va aussi raisonner
sur les modifications que ça va pouvoir apporter à son exploitation, et notamment sur un point important, la pratique des couverts végétaux. Aujourd'hui, dans le cadre de la directive nitrate, la pratique des couverts végétaux est obligatoire. Maintenant, il n'y a pas de valorisation économique dessus. Le fait de pouvoir comme ça valoriser économiquement les couverts végétaux, eh ben, on va pouvoir aussi plus investir dans ces cultures, et en finalité, eh ben, on retrouve des sols qui augmentent leur matière organique, qui ont plus de rétention et donc de capacité à retenir l'eau. Et donc, on a des exploitations qui, en fait, grâce à la méthanisation, peuvent s'adapter aux enjeux du changement climatique. Donc ça, c'est vraiment deux piliers importants. C'est à la fois cette vision sur le long terme que leur apporte la méthanisation et du coup, le pratique de changement culturel. Donc, par la production d'énergie, on a un vrai levier de la transition agricole. On l'a évoqué avec le bio-CO2, le bio-GNV. Il y a d'autres externalités positives pour les territoires, notamment le traitement des biodéchets. Et donc, plutôt que de les incinérer ou de les enfuir, on va pouvoir permettre aussi le retour au sol de la matière organique, et ce qui permet d'autant plus de réduire la dépendance aux engrais de synthèse. Aujourd'hui, on a des unités qui, grâce au digestat, sont totalement autonomes sur les fertilisants. On a des exploitations agricoles qui, grâce à la méthanisation, peuvent aussi réaliser leur conversion vers l'agriculture biologique. Donc la méthanisation, c'est vraiment un outil qui va se penser pour les 15 années à venir sur la gestion de l'exploitation. Au niveau des freins ou des attentes, il y a un point important, c'est l'acceptabilité, c'est de faire comprendre les projets. Aujourd'hui, lorsqu'on lance un projet de méthanisation, il est difficile d'avoir du soutien des politiques, des élus locaux, qui ont parfois une crainte de rentrer en opposition avec les habitants. Et finalement, on a du mal à pouvoir expliquer vraiment l'ensemble de la vertu du projet. On a encore parfois des idées reçues comme quoi la méthanisation vient en compétition avec l'élevage et avec la production alimentaire. En réalité, la méthanisation, elle a conforté les exploitations, elle a conforté les élevages. Et c'est vraiment cette vision-là qui est importante de faire passer, c'est que la méthanisation, c'est un outil qui va bénéficier sur tout le territoire. Peut-être en rebond, Christophe, comment ça s'est passé avec vous, la relation avec les élus? Comment vous vous y êtes pris? Nous, on avait été, avant de déposer notre permis, on avait été présenter notre projet au conseil municipal et expliquer le projet dans tout son ensemble. Après, les flux de matière, nous, comme on l'a dimensionné à notre ferme, le fumier, au lieu de l'emmener dans les champs, on l'emmène dans la méta, et ça ne change pas, à part les cifs, le volume qui a changé, c'est juste ça qui a changé. Donc c'était des flux qui existaient déjà finalement. Et donc, Laurent évoquait la question du sens, de l'information. Est-ce que vous diriez sur le territoire qu'avant que votre unité se développe, la méthanisation était connue ou il a fallu expliquer? Elle n'était pas connue. Nous, on n'a pas eu de soucis sur notre secteur. Nous, ça s'est très bien passé. Notre permis a été accepté. On n'a pas eu de recours. On n'a rien du tout. Mais après, au jour d'aujourd'hui, ça devient difficile. Oui. C'est ce qu'on ressent, nous, en ce moment. Vous parlez de votre secteur. Vous êtes où? C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Vallon-Sully, au centre de la France. Ok, donc en effet, pour vous, voilà, la relation s'est passée par de l'explication. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un site que vous avez l'habitude peut-être de faire visiter, d'ouvrir les portes ou... Oui, on ouvre les portes. On a fait des visites. GRDF nous fait des visites. Prodeval, on est ouvert aux visites pour expliquer. Oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ah bah pour Prodeval, c'est sûr, c'est sa vitrine bio-CO2. On parle beaucoup donc de l'avenir des projets. Moi, j'avais envie de vous demander un peu de manière transverse à tous les trois, pour vous, voilà, est-ce que cette coopération entre exploitants, plusieurs fermes, les industries, est-ce que selon vous, ça va être vraiment l'avenir des projets? Est-ce que la typologie des projets a un peu changé à l'échelle des 10 dernières années? Oui, il y a un changement important, c'est qu'aujourd'hui, avec l'injection, il y a besoin de mobiliser un gisement de matière conséquent. À l'époque de l'émergence de la filière avec la cogénération, on pouvait avoir des puissances équivalentes autour de 10-15 normaux pour pouvoir lancer une cogénération.
Aujourd'hui, pour lancer une injection, il faut un gisement de 80 normaux mètres cubes heure. Donc finalement, c'est 8 fois plus qu'un petit projet en cogénération. Il faut savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on est sur une région d'élevage, on est sur des exploitations qui sont de plus petite taille qu'à l'échelle nationale. Et donc, en fait, en moyenne, les grandes exploitations maîtrisent entre 15 et 25 normaux. Et donc, pour arriver aux 80 normaux, souvent, on va avoir besoin de collectifs d'agriculteurs. Et ça va rentrer aussi dans la complexité du projet. C'est que c'est plus facile de mener un projet quand il y a une exploitation. Et plus on va avoir d'exploitation, plus il va falloir prendre de temps pour justement que les externalités positives et les vertus sur l'agriculture puissent s'exprimer. La capacité financière aussi va jouer un rôle important. C'est qu'aujourd'hui, avec toutes les crises qui se sont succédées, pour faire un projet de méthanisation, on est autour de 5 millions d'euros pour un projet agricole. Et donc, les agriculteurs ont besoin aussi de trouver des acteurs qui vont pouvoir investir à leur côté pour que ces projets, justement, puissent sortir de terre. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du modèle, Christophe, mais vous êtes associé à d'autres agriculteurs. Comment vous avez... Non, nous, on est individuel. Moi, je suis en société avec mon frère et on a fait le choix de partir seul, mais ça, c'est notre choix à nous. Après, nous, on avait la structure pour pouvoir faire. Nous, on a commencé avec 135 normaux en injection et notre installation, elle a 3 ans. Cette année, on a augmenté de 50 normaux on avait joué la sécurité par rapport aux intrants et on s'est aperçu qu'on arrivait à maîtriser les intrants. Donc, on a fait une augmentation de 50 normaux cette année. Donc c'est la preuve que le site tourne bien. Ça pose quand même la question de l'accompagnement. Peut-être je me tourne vers Prodeval. Comment ensuite ça se passe plutôt dans la phase exploitation de site? Comment vous accompagnez au quotidien? Alors tout d'abord pour la phase accompagnement, nous on n'est pas développeurs, donc on va vraiment intervenir, on va vouloir vendre un équipement sur un site pour pouvoir produire du biométhane. L'accompagnement il va passer déjà par la partie suivie, c'est-à-dire bien dimensionner le site en fonction de ce qu'a besoin le porteur de projet au moment du développement et ce qu'il va vouloir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus. L'objectif, c'est d'avoir une unité la plus évolutive possible, sans que l'exploitant ait besoin de remettre la main au porte-monnaie de manière significative. Donc le premier accompagnement, il va passer par bien dimensionner l'unité. Ensuite, il va y avoir un autre accompagnement qui va être au moment de la livraison de l'unité, c'est de pouvoir bien les former et les suivre correctement sur toute la partie maintenance. On a différentes étapes de formation, on a un suivi hotline, on a du monde, une centaine de personnes à la maintenance qui sont là justement pour les aider, pour aider le site à bien vivre, si je peux dire ça comme ça. Et puis après, on va fonctionner sous forme de maintenance prédictive et on va intervenir plusieurs fois dans l'année, 4, 6 fois, justement, hors panne anormale pour pouvoir faire vivre l'unité au mieux. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Non, c'était pour se donner une idée aussi du quotidien d'un agriculteur méthaniseur. Est-ce que vous direz que, Christophe, c'est carrément un nouveau métier pour vous ou ça s'inscrit déjà dans votre activité d'éleveur? Oui, c'est un nouveau métier, mais tout ce qui est entretien et tout ça, on est habitué avec nos machines agricoles aussi. Après, on est bien accompagné aussi. On a un service aussi bien dans le process que l'épuration. Donc, nous, pour avoir toutes les garanties et que les assurances suivent et les banques suivent, on est obligé de prendre des contrats de maintenance. Donc, de ce côté-là, ça se passe bien. Comme Lucas vient de le dire, en ayant un contrat de maintenance, il y a de la prévention qui est faite, la hotline, et la formation, ils nous ont bien formés aussi. Moi aussi, sur mon site, on n'avait pas de maître d'œuvre, donc j'ai assisté à la construction, donc ça nous a bien aidé pour savoir le fonctionnement et pour la maintenance et tout ça. Donc je sais où les tuyaux passent, tout ça. Oui, donc on est vraiment sur un outil à la fois agricole et puis industriel, avec donc un certain nombre de normes d'exploitation, de formation à suivre. La question est donc la méthanisation de demain. Laurent, tu as commencé un peu à parler de l'acceptabilité. Il y a la notion de sécurisation du gisement. Selon toi, quelles sont les grandes évolutions à attendre pour cette belle filière et comment venir en soutien?
Eh bien, pour pouvoir sortir des projets agricoles, alors sur des exploitations comme celle de Christophe, où ils ont la chance justement de maîtriser le gisement, ils peuvent être 100% autonomes. Il y a une autre réalité en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a 20% du pouvoir méthanogène total qui est apporté par les matières extérieures. Donc, c'est les déchets de l'industrie agroalimentaire et c'est tout ce qui n'est pas valorisé finalement du champ jusqu'à l'assiette. Donc, c'est aussi les collègues volontaires qu'on peut trouver dans plus en plus de communes dans la région où on peut apporter nos biodéchets. Ils sont valorisés en méthanisation, et ce qui permet du coup de faire à la fois de l'énergie, mais aussi de permettre le retour au sol. La question des biodéchets est importante, justement parce que les agriculteurs ne maîtrisent pas ces gisements. Et pour une vision à moyen terme et un bon développement de la filière, il faut pouvoir rapprocher à la fois les producteurs de déchets et les unités qui vont pouvoir les traiter et les valoriser pour éviter une compétition. Parce qu'on a tendance aussi à observer en ce moment, c'est une spéculation sur ces matières. Il y a encore quelques années, la redevance était systématique. On payait pour pouvoir traiter ces déchets. Aujourd'hui, avec la plus-value permise par la production d'énergie, on a des traders en matière qui se sont mis en place. Et aujourd'hui, on va payer pour traiter du déchet. Et ça, finalement, ça impacte tout l'écosystème de la filière. Ça a eu beaucoup d'effets négatifs sur la cogénération, mais c'est aussi des effets sur les projets à venir, parce que la redevance était aussi un moyen de pouvoir soutenir l'émergence des énergies renouvelables. Et finalement, c'est le pollueur aujourd'hui qui gagne de l'argent avec la méthanisation sur la partie des matières extérieures. Donc il y a un vrai enjeu de cohérence territoriale en fonction des matières qui sont présentes, et puis l'enjeu d'avoir une filière, j'imagine, le plus de proximité possible. Complètement, avec un raisonnement local, on va pouvoir adapter la puissance des unités aux gisements disponibles sur le territoire et éviter que finalement les gisements puissent parcourir des centaines de kilomètres et s'offrir aux plus offrants ou aux plus achetants. Donc il y a l'enjeu de continuer à accompagner cette filière, la structurer pour qu'elle soit la plus pertinente possible en fonction des besoins de chaque territoire. Et si on parle de méta de demain, Prodeval, comment va le carnet de commandes? Est-ce que c'est une filière qui continue de se développer en France, peut-être aussi dans le monde, en Europe? Alors effectivement, pour Prodeval, on va être présent dans le monde entier, notamment par cette filiale. Donc, globalement, notre cœur de marché reste la France, et ça pour un petit moment. Aujourd'hui, l'usine tourne bien. Comme je disais, on peut produire jusqu'à 150 unités, et bon, le carnet de commandes par an est pas loin de ça, et l'objectif est de l'augmenter. Aujourd'hui, en termes de projets neufs, on a une sollicitation qui reste toujours importante. Et on parlait tout à l'heure des méthanisations dites en cogénération. Il y a effectivement une bonne part du marché français qui va, comme on a pu le voir en Italie sur cette année et le début de l'année prochaine, une bonne part de ces cogénérations qui vont vouloir évoluer vers de l'injection. Donc voilà, sur la partie du marché français, en tout cas pour la partie épuration, ça reste très porteur. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour la méthanisation, parce qu'il y a quand même des évolutions de sites, comme il y a la globalité des cogénérations, une grande part des cogénérations sont en dessous de 250 kW, donc il va y avoir des évolutions, installation d'un nouveau digesteur, ou voilà, comment augmenter cette production de biogaz sur site pour pouvoir ensuite l'injecter et pouvoir avoir un projet qui soit viable. Et ce marché du bio-CO2, c'est quelque chose qui a vocation à se développer aussi? Alors le marché du bio-CO2 aussi, aujourd'hui nous on a une quinzaine de liquéfacteurs de CO2 qui sont en fonctionnement sur toute la France, avec des sollicitations qui sont toujours importantes, recherche de débouchés qui prend beaucoup de temps, on va dire la sécurisation de ce qu'on appelle l'off-taker, du consommateur final, qui est aussi assez longue, avec des contrats qui sont à construire de part et d'autre, donc c'est assez long, ça prend un certain nombre de temps. Donc aujourd'hui, les consommations restent un peu standards, celles qu'on a l'habitude de voir, mais déjà on a eu une nouveauté avec la séquestration de CO2 dans le béton. Demain, il y a les e-fuels qui commencent à venir sur le devant de la table, avec des consommations qui sont assez importantes. Donc ça va permettre aussi de dynamiser cette filière CO2 qui est très jeune,
et pouvoir utiliser du coup ce CO2 localement. Je ne sais pas si ça appelle à des réactions de votre côté. Moi, j'aimerais vous demander à tous les trois, on ne sait pas trop qui on a devant nous dans la salle, mais si vous deviez donner 1 ou 2 conseils à des agriculteurs, agricultrices, industriels ou même collectivités qui réfléchiraient à se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je pense qu'un point important, c'est l'approche de territoire. C'est qu'au début de la filière, on a une somme de projets individuels et comme il n'y avait pas beaucoup de projets, finalement, les interactions entre les sites étaient très faibles. Aujourd'hui, de trop concentrer d'unités de méta, ça peut créer des problèmes sur le gisement. Et donc, on a vraiment besoin d'adapter les unités de méthanisation aux spécificités des territoires. Parce que même en Auvergne-Rhône-Alpes, entre la moyenne montagne et les zones de plaine, on n'a pas les mêmes enjeux. Et donc, ce n'est pas les mêmes gisements. Et donc, ce n'est pas les mêmes unités de méthanisation. Et au niveau des acteurs, il est vraiment important que les industriels, les collectivités et les agriculteurs puissent agir ensemble pour avoir aussi des démarches multipartenaires. Et peut-être que la méthanisation de demain, c'est vraiment cet équilibre entre les différents acteurs. En gardant quand même aussi un maintien de la plus-value pour la transition agricole. Pareil, même chose, un conseil ou 2 ? Je pense qu'il faut adapter la méta à son exploitation. C'est le plus viable dans... Avoir les yeux plus gros que le ventre ? Je pense. Après, il faut adapter à l'exploitation. Après, comme disait Laurent, il y a d'autres sources de matières d'intrants, mais il faut faire attention aussi. Il faut adapter. Moi, le plus conseil, c'est adapter la méta à sa ferme. Pour ma part, nous, côté Prodeval, on se dit expert de la partie biogaz et je pense qu'il y a des experts un peu sur toutes les étapes de la construction d'un projet et puis de la partie exploitation. Donc je pense que c'est s'appuyer sur ces experts-là, sur les bonnes personnes. On parle de partenariat et c'est de construire le projet justement en partenariat avec ces experts pour avoir quelque chose qui soit bien dimensionné, qui corresponde à ce qu'on peut être capable de financer si on revient à la partie financement. Et deuxième point, c'est aussi il y a toute cette partie, cet enjeu territorial, et que ce soit sur la valorisation du CO2 ou la revente de biométhane en gré à gré, il y a vraiment des partenariats qui sont à nouer localement. Et voilà, c'est s'appuyer sur les experts et aussi pouvoir nouer des partenariats localement avec les industriels, mais aussi avec les collectivités pour l'acceptabilité des projets. Et comme disait Christophe, communiquer. Ça s'est bien passé sur son site et son projet, mais on a beaucoup de projets qui sont bloqués, qui sont dans les tuyaux mais qui ne sont pas encore sortis. Donc essayer de vraiment communiquer là-dessus, sensibiliser et je dirais pas dédramatiser, mais vraiment expliquer comment fonctionne la méthanisation pour que les gens puissent vraiment voir le bienfait d'avoir une énergie locale qui pourrait permettre une souveraineté un peu plus des territoires. Bon, je te remercie pas, tu me piques un peu mon conseil. Moi, j'allais dire vous faire accompagner parce que le montage de projet est loin d'être évident. Il y a beaucoup d'étapes, il y a plein d'étapes à cocher. Et donc, dès le départ, prendre le temps d'aller visiter des sites, échanger avec des agriculteurs, agricultrices, méthaniseurs qui pourront vous parler du quotidien. Et puis après, vous entourer de bureaux d'études. Côté GRDF, pas hésiter à venir s'adresser à nous. Notre stand est caché juste là-bas derrière parce que le départ d'un projet, c'est donc évidemment la matière, le gisement. Je vous ai fait un petit topo là-dessus. Il faut partir. Je pense que Christophe a exactement illustré ça, que c'est bien la matière, la taille de la ferme qui fait le projet, c'est le gisement. Mais c'est aussi de donc réfléchir, et vous l'avez dit aussi, à son écosystème local, aux liens qui existent, et puis donc aussi aux débouchés, donc, que ce soit les surfaces d'épandage, peut-être les industriels pour le bio-CO2. Et puis pour le biométhane, c'est la présence d'un réseau de gaz, donc de ne pas hésiter à s'adresser à GRDF. On peut vous réaliser des analyses gratuites qui vous permettront de savoir à quelle distance se trouve le réseau, est-ce qu'il va être possible d'injecter votre énergie toute l'année de manière stable. Voilà, ne pas hésiter à se rapprocher de nous. À ce stade, prendre de l'information, être conseillé, ça coûte rien. Un projet, ça coûtera après. Mais pour commencer, l'accompagnement est vraiment clé.
Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée. Nous, en tout cas, je pense que ce qu'on peut retenir de cette table ronde, c'est que c'est une filière qui continue de se développer, d'innover, qui continue de se structurer. Mais c'est une filière qui, comme toutes les filières ENR, et c'est encore plus vrai vu qu'on est sur une matière vivante, hein, la biomasse, le déchet, ce n'est pas une matière immédiatement disponible, exploitable comme le soleil, l'eau ou le vent. On a besoin d'une filière qui a un ancrage territorial fort. On peut pas s'en passer. Et puis c'est une filière dont l'avenir repose sur vous, sur la filière, les agriculteurs méthaniseurs. Et puis je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais aussi sur le monde des déchets, sur les élus. Et puis aussi sur les riverains, les curieux qui peuvent permettre au projet d'être reconnu, à cette filière d'être reconnue. Et puis si possible que le développement se passe le mieux possible. Donc merci à tous pour ça, pour votre présence et engagement. Je ne sais pas si j'arrête pas de parler, mais vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, je vous propose qu'on prenne des questions, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, je vous prie d'en inventer, parce qu'il me reste 25 minutes. Ouais. Bonjour, Chambre d'agriculture de l'Isère. J'étais très intéressé là, sur la partie liquéfaction. On est sur, juste pour avoir des ordres de grandeur, alors j'entends que c'est un pilote, donc peut-être pas sur l'installation de Christophe, mais Prodeval, d'avoir une idée des surcoûts entre guillemets sur une unité et comment en fait ça se finance. Puisque je dirais la valorisation, elle se fait sur des contrats, je ne sais pas dans quelle mesure, sur quelle durée, avec quel prêt garanti. Comment est-ce que les banques en fait analysent ce surcoût? Est-ce que c'est par une augmentation, par exemple, des exigences de fonds propres, du DSCR demain, ou indirectement des subventions? Enfin voilà. Quel est le modèle économique? La question elle est un peu posée, mais... Merci pour la question. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors effectivement, il y a une partie, l'enjeu il est tout là-dessus, c'est-à-dire qu'il va être sur la recherche de débouchés, comme je vous disais tout à l'heure, et nous on essaie d'intervenir on emploie le terme de facilitateur, donc d'intervenir dans ce biais-là avant l'installation et la vente de l'unité. L'objectif, il est d'aller pré-négocier des contrats pour l'exploitant, pour le porteur de projet CO2, pour que lui, derrière, il puisse essayer de valoriser le plus longtemps possible, du moins avec un contrat, son CO2. En termes de contrats, on a un peu de tout. On a des contrats qui sont de très courte durée, on a des contrats de 9 ans, et on a chez certains industriels, même maraîchers, des contrats qui peuvent aller jusqu'à 15 ans. Donc l'objectif, et je pense pour les banques, alors je ne suis pas banquier, je pense que la question pourrait leur être posée, savoir ce qu'eux attendent pour pouvoir financer ces projets CO2. Mais l'objectif, il est pour nous en tout cas d'essayer d'avoir des contrats le plus long-termiste possible. Effectivement, c'est un coût qui est non négligeable en plus. C'est une brique qui va représenter à peu près le même coût qu'une brique épuration, et puis la partie maintenance va être sensiblement la même chose. Donc l'objectif pour nous, il est de travailler je vais dire de la façon inverse, c'est-à-dire d'essayer de voir tous les coûts qu'on va avoir à produire le CO2, donc les coûts de maintenance, les coûts d'investissement, les coûts électriques, les coûts humains qu'on va avoir en plus sur l'exploitation. Et par rapport à ça, et la consommation électrique et les consommables, arriver à sortir un prix du CO2, un coût de CO2 produit. C'est-à-dire qu'on va savoir, je dis un chiffre au hasard, mais peut-être un CO2 qui va être produit à 85 € la tonne. Donc on sait que derrière, on va pouvoir, pour être rentable et que ce soit intéressant pour les banques, devoir le revendre plutôt 110, 115, 120 hors frais de transport. Donc l'enjeu, il est là-dessus, c'est d'avoir un prix de contrat, de savoir à combien on va produire le CO2 pour pouvoir aller justement cibler les bons consommateurs derrière. Je ne sais pas si ça répond à toute la question, mais... Bonjour, Unigrain, le fonds d'investissement des céréaliers. J'avais une question sur la liquéfaction du CO2. Vous avez parlé de la différence entre le CO2 alimentaire et le CO2 pour les industriels. Est-ce que techniquement, quelle est la différence? Et ensuite, quelle était la taille critique pour pouvoir lancer une exploitation de liquéfaction de CO2 pour que ce soit rentable? Oui, pour la partie, en fait, il y a deux gammes. En tout cas, nous, chez Prodeval, on a fait le choix de développer le liquéfacteur de CO2 sur deux gammes, donc gamme industrielle et alimentaire, tout simplement parce qu'il y a des consommateurs qui sont différents derrière. Là où il y a une différenciation, c'est qu'en qualité industrielle, on a besoin d'une qualité qui est moins importante, alors que sur de l'alimentaire, on va être sur des normes ISBT, EGA ou E290 qui sont beaucoup plus restrictives, avec des caractéristiques, des polluants qui sont ou absents ou beaucoup plus faibles. Christophe peut en témoigner, lui sur son site, il a fait le choix d'un liquéfacteur alimentaire.
Et comme il disait, c'est un pilote, donc on a appris pas mal de choses aussi sur son site, dont l'élimination de certains polluants. La grosse différenciation, si vous voulez, c'est qu'on va avoir un CO2 qui va être sur une gamme industrielle à peu près 99% de CO2 dans le CO2 liquide, et sur de l'alimentaire, on va être un peu au-dessus, on va être plus à 99,99%. Donc la différence, nous on dit qu'on vient sublimer le CO2, c'est-à-dire qu'on vient lui donner la petite touche en plus pour pouvoir avoir un CO2 de qualité alimentaire. Et après, ça va passer aussi par une analyse de ce CO2-là pour certifier qu'il est bien alimentaire et qu'il peut être utilisé en fonction du consommateur. Il y a des polluants qui seront plus ou moins acceptés. Pour revenir sur la taille critique, ça va dépendre aussi du coup du type de CO2 qu'on va vouloir produire et du type de liquéfacteur qu'on va avoir sur site. Bon, pour donner un ordre d'idée, entre un liquéfacteur industriel et alimentaire, on a une différence de CAPEX de l'ordre de 30%. Donc déjà, rien que par rapport à ça, on peut voir que la typologie de méthanisation qui va pouvoir prétendre à du CO2 va être différente. Aux alentours de 150 à 200 dans le mètre cube injecté, on peut commencer à réfléchir à la liquéfaction de CO2, mais ça dépend aussi toujours de ce qu'il va y avoir localement en termes de consommateurs. L'idée, c'est de ne pas aller chercher des consommateurs à plus de 100, 150 km, sinon après ça perd un peu son sens et le bilan carbone n'est plus trop positif, et les coûts de transport font vite éclater aussi le prix du CO2. Moi, c'était pour dire, pour le choix du liquéfacteur CO2. Nous, quand on avait fait le choix, on n'avait pas, avec la banque, pourquoi on est parti sur le CO2? Parce que nous, on avait de la chance, on était à côté pour le raccordement du biométhane. En raccordement, on a eu 30 000 euros de raccordement, donc on a des sites qui ont 8 ou 900 000 euros de raccordement. Donc on s'est dit, nous, allez, on met le prix du CO2 comme si c'était le raccordement. On n'avait pas de business plan sur le CO2, on s'est lancé comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, vous avez le micro en main, c'est le moment là. Est-ce que quelqu'un veut le libérer? Ah, bravo. Bonjour, Yann Renard à la région. Est-ce qu'il y a des perspectives de baisse de coûts dans la filière méthanisation, dans l'avenir? Baisse de coûts en équipement ou... Alors, comme je l'expliquais au début de la table ronde, nous, on a fait le choix d'industrialiser en lançant une usine de production qui a pour but de pouvoir produire à grande échelle, anticiper certaines productions par rapport aux tailles qu'on a l'habitude de vendre et pouvoir tout simplement faire des économies d'échelle et tendre à des coûts un peu plus faibles. L'objectif, il est là, donc on tend à des baisses de coûts. Après, aujourd'hui, ça va dépendre un petit peu des conjonctures qu'on a. Est-ce qu'on va être sur une tendance à la baisse ou pas? Donc, c'est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, nous, on a essayé de faire le choix d'anticiper ça et faire de la production à plus grande échelle pour essayer d'avoir une réduction des coûts au maximum. Sachant que nous, pour donner une moyenne, on pèse à peu près 1 million d'euros sur un projet de 5 millions d'euros. Donc on a un coût significatif, mais il y a aussi beaucoup d'autres parties prenantes dans le projet. La partie GC, la partie process méta, le terrassement et autres. Donc la question reste assez large. Est-ce que vous avez d'autres questions? Christian Richard, donc est-ce que le CO2 biogénique pour les carburants, pour les avions et pour les bateaux, ça se met en route ou pas actuellement? Il y a un réseau qui est prévu de récolter le CO2 sur 500 km en France. Est-ce que cette partie-là est en train de se mettre en place ou pas? Ce serait une chance pour valoriser le CO2 de proximité. Effectivement, il y a un des marchés émergents, en tout cas, un consommateur qui va prendre de plus en plus de place, c'est la partie e-fuel. Donc on y est très intéressé. On a un œil, on a une attention importante qui est là-dessus. Aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. On commence à avoir des sollicitations assez importantes, en tout cas à ce niveau-là, qui peuvent être de l'ordre, par exemple, sur la vallée du Rhône, de plus de 40 000 tonnes de CO2 en besoin pour pouvoir faire de ces carburants-là.
ces e-carburants. Donc c'est dans l'air du temps, ça va arriver, mais aujourd'hui c'est un petit peu trop tôt. Après, pour la partie pipeline CO2, c'est peut-être plus nos amis de GRDF qui ont des informations là-dessus. Pour ma part, en tout cas. Aïe, merci. En effet, GRDF étudie la faisabilité de ces canalisations bio-CO2 en ce moment. À date, on n'a pas de projet particulier à partager, mais c'est en effet partie des pistes d'avenir. Et l'idée, c'est d'accompagner aussi les porteurs et porteuses de projets en fonction de leurs besoins. On les invite à nous demander des premiers éléments de volume, chiffrage, pour pouvoir étudier cette faisabilité-là. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à venir sur notre stand. On a un expert national sur le sujet. Je n'ai pas la chance de l'avoir sous le coude là tout de suite, mais il sera même de répondre à vos questions. Mais en effet, ça fait partie des pistes d'avenir. Est-ce qu'on a une autre question en stock ? Bonjour à tous, merci pour la présentation. Donc, Isabelle Gros, Artifex. Moi, j'aurais une question par rapport aux évolutions. Vous n'avez pas spécialement parlé de la conversion, de la cogénération vers l'injection. Est-ce que c'est aussi une solution d'avenir qui va permettre vraiment le développement et la poursuite de la filière ? Alors, ce n'est pas une question facile. De penser le transfert cogénération-injection, c'est tentant, et ce que j'expliquais au début, en fait, c'est le gisement nécessaire pour pouvoir partir en injection. Et en fait, on a beaucoup d'unités de cogénération qui sont de petite taille et pour qui la conversion nécessite d'aller chercher du gisement supplémentaire et du coup qui ne vont pas maîtriser sur l'exploitation. Ça va être des augmentations de process, donc du réinvestissement, et aussi l'enjeu de la distance de raccordement au réseau gaz, même si on a des solutions de gaz porté qui se développent. Et donc finalement, les sites en cogénération auront besoin de répondre en premier lieu à la sécurisation du gisement. Et il faut savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la taille moyenne des unités, c'est 207 kW. Ça correspond à peu près à 50 normaux. Et donc en fait, il manque encore 30 normaux pour pouvoir envisager cette conversion. Donc si elle est réalisable, elle nécessite quand même en amont d'avoir une autre réflexion, parce que ça demande beaucoup de modifications sur les projets, notamment de pouvoir sécuriser ces gisements de matière. L'autre point important, c'est que la cogénération est préférentiellement portée par des éleveurs et que souvent, l'ensemble des terres de l'exploitation est destiné à l'alimentation des troupeaux. Et donc, il n'y a pas de possibilité de faire des couverts pour de l'énergie. Les couverts, c'est plutôt du fourrage pour le bétail. Et donc, cette conversion, elle ne se fera pas toute seule. Il ne suffit pas, malheureusement, de changer un moteur par un poste épuratoire pour se dire je passe de la cogé à l'injection. Je crois que tu peux faire un petit point pub, puisque tout à l'heure, à midi, il y aura une conférence exactement sur ce thème, une conférence encore plus formidable que celle-ci. Oui, à midi, on va aborder un petit peu plus l'avenir de la cogénération. Donc, on va aborder effectivement cette partie conversion et les enjeux pour pouvoir la réaliser. Donc voilà, courage, 1 heure à tenir et vous en saurez encore plus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y. Oui, je vais poser ma casquette région, mais parler en tant que citoyen par rapport à la question de monsieur sur le e-fuel. Je sais qu'il y a l'aéroport de Lyon qui travaille sur le sujet. Et donc, moi, ça me questionne en tant que citoyen de me dire qu'il y a du gaz en fait, qui va aller alimenter l'aviation et sa croissance exponentielle. Donc, j'aimerais bien qu'en amont, on se pose la question de la réduction de la consommation avant de se poser cette question-là. Mais voilà, je sais que c'est compliqué.
En effet, de toute façon, quand on pense au mix gazier de demain, le 100% en 100% biométhane en 2050, le 100%, on l'atteint pas que grâce à la méthanisation. On l'atteint aussi parce qu'on a réfléchi à nos usages et parce qu'on a fait un effort de sobriété. Donc c'est quelque chose qu'on a fortement en tête. Je pourrais pas trop m'exprimer sur l'aérien parce que j'ai pas la chance de me frotter à cette filière, mais je pense que ces enjeux-là, ils sont vraiment prégnants pour demain et ça pose la question du modèle de société qu'on veut, le modèle de consommation, de production, le modèle agricole, le modèle des transports agricoles. C'est 1000 débats qu'il faut avoir et je pense pas qu'il y en ait trop dans la salle, mais j'espère que nos élus vont s'en saisir un peu plus. C'était déjà pour dire qu'il y avait déjà suffisamment de consommation. Enfin, il y a des consommations de gaz avec des usages qui me semblent prioritaires par rapport à celui-là. Ouais. Oui, il y a vraiment la question de la priorisation des usages en gaz, mais avec toutes les énergies par ailleurs. Mais l'énergie, les terres, à quoi elles servent, la priorité des usages, c'est un débat qu'il faut avoir, évidemment. Bon, ça a l'air d'être parfaitement clair. Je vous remercie. Je remercie mes 3 invités de s'être prêtés à l'exercice. J'étais sûre que vous alliez être brillants. Vous ne m'avez pas déçu. Merci à vous d'avoir été présents. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Juste là-bas derrière, sur notre stand, on sera ravis de répondre à vos questions. Et puis sinon, la super conférence de midi sur l'avenir de la cogénération en méta. Merci, bonne journée.